Voilà, donc je termine sur la politique industrielle. Donc il y a eu une étude très intéressante de Jaravel et Méjean, puis une autre étude d'Anne Perrault, et donc je vais en parler un tout petit peu. Alors je crois que j'ai oublié une chose que je dois aller chercher, des notes que je n'ai pas amenées. J'arrive tout de suite. Donc, donc, eux, en fait, se penchent sur les chaînes de valeur. Vraiment, le problème des chaînes de valeur. Comment on se réapproprie les chaînes de valeur? Alors, j'ai un peu mentionné la dernière fois, mais je pourrais m'attacher à ça, c'est de dire que pour reprendre contrôle des chaînes de valeur, il y a une stratégie qui est de dire, je vais mettre des tarifs. Mais le problème des tarifs, c'est que les pays destinataires vont vouloir évidemment répliquer. Et donc, vous fermez des marchés d'exportation. Et si ça vous ferme des marchés d'exportation, ça réduit vos incitations à innover. Donc, on se tire une balle dans le pied. Donc, dans le chapitre 13 du livre, Le pouvoir de la destruction créatrice, on regarde ça et on montre qu'effectivement, d'avoir de nouveaux marchés d'exportation, ça incite à innover plus. Donc, si vous faites quelque chose qui vous bloque ensuite des marchés d'exportation, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied parce que ça va finir par réduire les incitations de vos entreprises à innover. Et donc, ça va finir par réduire, si vous voulez, le poids technologique que vous avez mondialement. Or, on sait que le poids technologique qu'on a mesuré, par exemple, par les brevets ou les brevets bien cités, etc., la production de brevets bien cités, c'est un prédicteur du poids qu'un pays a dans la concurrence internationale. C'est un excellent prédicteur. Donc, vous voyez, vouloir faire une politique tout de suite trop protectionniste, ça peut conduire à ce que finalement, à long terme, ça accélère votre déclin et donc votre perte de maîtrise des chaînes de valeur. Donc, vous voyez, c'est ça l'économie. L'économie, c'est qu'il y a des effets pervers qu'il faut bien comprendre. Et donc voilà. Alors, ce que ces auteurs disent, c'est qu'évidemment, on a perte de maîtrise de chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on face à un problème comme ça? Et face à un problème comme ça, ils vous disent, évidemment, ils vous disent la crise du Covid a bien montré que la France est vulnérable à des pénuries de certains produits, ça augmente la dépendance dans des chaînes de valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, eux vous disent, alors d'abord, il faut déjà comprendre la vulnérabilité que vous avez. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils disent que ce n'est pas très grave si vous êtes dépendant de beaucoup de pays, parce que vous pouvez jouer un pays contre l'autre. Ce qui est embêtant, c'est si tout vient d'un pays. Si vous avez des importations qui sont concentrées sur un petit nombre de pays fournisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, on parle de vulnérabilité. Vous êtes vraiment vulnérable si vous dépendez d'abord plus d'importations venant d'ailleurs, et si ça vient d'un petit nombre de pays. Et notamment d'un petit nombre de pays qui ne sont pas dans la communauté européenne, parce que alors là, évidemment, le commerce est beaucoup plus dur. Donc, pour eux, il y a différents stades, si vous voulez. Il y a les produits importés par la France, voilà le nombre de produits. Dans ces produits, il y a ceux qui dépendent majoritairement d'importations extra-européennes, donc c'est là qu'on va regarder si on est vulnérable ou pas, dont les produits concentrés sur un faible nombre de pays fournisseurs. D'accord, et dont les produits sont concentrés vis-à-vis d'un faible nombre d'entreprises importatrices. Donc, il peut qu'on soit dépendant d'un faible nombre de pays et en plus d'un faible nombre d'entreprises qui nous fournissent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est très vulnérable parce que c'est un petit nombre d'entreprises dans un petit nombre de pays, quoi. Et là, on est très vulnérable, qui ne sont pas dans l'Europe. En gros, c'est ça. Pour eux, c'est ça leur échelle de vulnérabilité. Déjà, c'est entrants non européens, très concentré sur peu de pays et sur peu d'entreprises dans peu de pays, parce qu'il pourrait aussi que ce soit peu de pays et beaucoup d'entreprises. Vous pourriez jouer une entreprise contre l'autre dans ces pays-là. Et quand vous ne pouvez pas le faire, c'est quand vous avez petit nombre d'entreprises, petit nombre de pays. D'accord ? Et c'est là qu'ils voient qu'il y a le vulnérabilité. Alors là, ils vous disent, voilà, avec cette mesure de vulnérabilité inforcée, quand les imports viennent d'un petit nombre de pays, c'est un petit nombre d'entreprises dans un petit nombre de pays, il dit, voilà les secteurs, notamment la chimie, et on est très dépendant. Voyez, donc là, voilà la dépendance française par ordre décroissant. D'accord ? C'est le nombre de produits qui sont à vulnérabilité renforcée. Donc, c'est par nombre de produits. Et la répartition géographique, évidemment, dépend beaucoup des États-Unis et de la Chine, éventuellement. Et la Suisse, c'est intéressant quand même l'importance que joue ce pays, qui a quand même des universités formidables et un système de recherche fondamentale formidable, la Suisse. Ce serait quand même bien qu'on soit comme la Suisse. Voilà. Alors ensuite, ils font une modélisation, ils font ce qu'ils appellent un stress test comme pour les banques, et ils analysent ce qui se passerait lors d'une baisse ou d'une hausse soudaine de la production d'un des entrants, d'un des inputs que vous importez d'ailleurs, sur les firmes qui le consomment et sur toute l'économie. Et
et il regarde l'impact d'un choc de productivité, par exemple, de 10% en Chine. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un choc de productivité de 10% en Chine sur le PIB réel des pays étrangers? Alors, vous voyez que la France, ce n'est pas si horrible. On n'est pas si dépendant que ça de la Chine. Je pense que l'Allemagne, vous voyez, c'est plus que nous. Vous voyez, c'est pas là. Donc, voilà ce qu'il regarde. Donc, et alors, il regarde aussi, là, on a regardé que les provenants des entrants dans la production des entreprises françaises. Mais il peut y avoir les entrants dans les entrants. Il peut y avoir les inputs dans les inputs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, donc il faut regarder ça aussi. Vous voyez, on regarde, il se peut que moi, la France, je ne sois pas tellement dépendant dans les inputs, mais les inputs, eux, sont très dépendants. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et si on fait ça, on a une mesure, vous voyez, qu'ils appellent d'une exposition totale. Et effectivement, l'exposition totale, l'exposition directe aux intrants chinois pour la France n'est pas très élevée et n'augmente pas beaucoup, mais c'est l'exposition indirecte qui a beaucoup augmenté. Et c'est celle-là qui compte. D'accord? Voilà. Alors, comment vous faites quand vous avez des entrants et que vous êtes vulnérable, que vous êtes comme ça très dépendant d'un petit nombre, directement ou indirectement, d'un petit nombre d'inputs produits dans un petit nombre de pays par un petit nombre d'entreprises, dans des pays qui ne sont pas Europe? Eh bien, c'est d'encourager la diversification des approvisionnements, la multiplication des partenaires. Donc, vous voyez, donc ça, c'est quand même important. Si diversifier n'est pas possible, faciliter le stockage. Par exemple, les masques. Là, on revient au débat sur les masques. D'accord? Les respirateurs, les masques, etc. Et puis, évidemment, favoriser l'innovation sur les intrants à la frontière technologique pour aller vers la production sur le territoire autant qu'on peut, en tout cas dans des domaines. Alors, peut-être qu'on ne va pas, nous, devenir producteurs de masques, mais dans des domaines où on est technologiquement avancé, bien évidemment, favoriser l'innovation. Mais vous voyez, ça, c'est un peu les leviers dont vous disposez pour faire face au problème du contrôle des chaînes de valeur. D'accord? Voilà, donc voilà. Donc je crois que voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors il y a un papier, je vais juste parler très rapidement d'une autre note du CAE par Margaret Kyle, qui est professeure à l'École des Mines, et Anne Perrault, qui co-dirigeait la commission de l'autorité de la concurrence en France et qui maintenant est à l'Inspection générale des finances, à l'IGF. Et donc en fait, il regarde particulièrement le secteur pharmaceutique. Et voilà ce qu'ils disent, en fait, si vous voulez. Ils regardent, donc d'abord, sur la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, elle est d'abord faite par les universitaires, et ça dépend de la peer review. En Allemagne, ça représente, il y a 3% du PIB dans la recherche, en France, 2%, dont 18% des 2% dans la biosanté, d'accord? Et nous, le salaire moyen dans la recherche, c'est 63% de la moyenne de l'OCDE. Vous voyez, on paye mal nos chercheurs. Faut bien se dire, c'est pas bon. Alors là, on a une belle salle, c'est sympa, mais voilà. Donc vous voyez, par exemple, si vous regardez les crédits publics en R&D pour la santé, vous voyez, en France, ça a baissé entre 2011 et 2018, alors qu'en Allemagne, ça a augmenté. Au Royaume-Uni, ça a augmenté. Vous voyez, nous, on est un peu comme l'Italie. Donc voilà, on est un peu, voilà. Pays très sympathique. Moi, je suis né italien quand même, donc voilà. J'ai été conçu à Rome, né à Paris, quand même bien. Voilà. Bon, je ne vais pas raconter ma vie. Voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, voilà. Alors, ensuite, il y a la recherche fondamentale et ensuite, il y a les applications. Alors, on sait que les applications, c'est le capital risque, c'est les investisseurs institutionnels, c'est Barda, DARPA quand vous en avez, c'est tout ça qui aide de passer de l'un à l'autre, d'accord? Et le lien entre R&D et entreprise. Nous, on est 36e sur l'indice de la Banque mondiale sur le lien entre R&D et entreprise. C'est quand même, on n'est pas très bon pour passer de la recherche aux applications, d'accord? Et on sait qu'il y a des coûts de développement d'un médicament qui augmentent, évidemment, et donc, il faut pouvoir développer les médicaments, quoi. Alors, est-ce qu'il faut créer un fonds, comme c'est suggéré avec la Banque européenne d'investissement, pour diversifier les risques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et souvent, ce qui se passe en Europe, mais en France aussi beaucoup, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, on est très bon pour faire des start-up. Il y avait une époque où il n'y avait pas de start-up en France. Maintenant, la start-up, on l'a. On a beaucoup de start-up, mais elles ne grandissent pas en France. Elles doivent aller ailleurs. Et la plupart du temps aux États-Unis, parce qu'elles ne trouvent pas ce qu'il faut en Europe. Donc voilà, donc je vous avais montré des courbes de ce genre la dernière fois, mais ça c'est ce que j'avais fait moi avec Eli Cohen, mais eux le refont, c'est-à-dire la distance à la frontière, c'est la distance à la frontière, vous voyez, les nombres de brevets triadiques par million d'habitants par rapport à ce qui se fait de mieux. Et vous voyez,
et vous voyez la distance entre la France et les pays leaders. Donc la distance entre France et Danemark, c'est les triangles, et la distance entre France et Suisse, c'est les cercles. Et on voit que finalement, et par rapport à l'un et par rapport à l'autre, on se détériore, quoi, hein. Mais c'est ce que je vous avais montré pour toute une série de produits. En fait, si vous voulez cette étude, je crois qu'elle est postérieure à celle que nous avions faite. Voilà, donc ça, je vous l'aviez vu. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en France, on est spécialiste des effets non randomisés. Vous voyez, donc vous pensiez que... Comment il s'appelle le type de Marseille, là? Comment il s'appelle déjà? Un Raoult. Vous pensiez que Raoult s'était isolé? Non, c'est plutôt la généralité, Raoult, en France, vous voyez, hein, on a plutôt plus de Raoult que de pas Raoult. Plus de Raoult que d'Esther Duflo, vous voyez, je veux dire, non, plutôt, hein, voilà. Et dans les randomisés, le peu de randomisés que nous avons, c'est surtout les acteurs publics qui... Enfin, voilà, non, enfin, on a un peu moitié-moitié. Ailleurs, oui, c'est ça. Non, ailleurs, c'est plutôt les acteurs industriels, beaucoup qui randomisent en Allemagne, au Royaume-Uni, et nous, c'est à peu près moitié-moitié. Donc ça vous donne quand même une idée que nous, on n'est pas terrible pour les essais randomisés, hein. C'est important en santé, les essais randomisés. Voilà. Et sinon, ce que je voulais dire, je voulais peut-être montrer d'autres choses. Par exemple, il y a après le délai d'accès au marché, hein. Eh bien, en France, ça met beaucoup plus de temps pour accéder au marché en nombre de jours qu'ailleurs, quoi. Ça, c'est un gros problème, hein. Voilà. Et après, il y a la politique de concurrence. Mais en gros, si vous voulez, les politiques industrielles pour l'industrie des médicaments vont dans le bon sens, mais elles ne sont pas encore suffisantes. Il faut prendre en compte la vision soupétérienne de l'innovation pour les politiques publiques, permettant le rattrapage du secteur. Il faut rester vigilant sur les pratiques potentiellement anticoncurrentielles. Par exemple, l'entrée des génériques, ça a un effet. D'un côté, ça diminue les profits attendus par une entreprise innovante, donc ça peut décourager l'innovation, mais pas assez de recours aux génériques diminue la pression concurrentielle. Donc, il faut jouer des génériques intelligemment. Alors, la question est, est-ce qu'on joue comme il faut, là où il faut, etc. Voilà, je voulais juste vous donner un petit aperçu sur ces études-là. On m'avait posé, pour terminer, pour clore le chapitre sur la politique industrielle, on m'avait posé la question, la dernière fois, de 1995. Alors, je me suis informé, et 1995, pourquoi il y a eu un décrochage français en 1995 ? En gros, ce que me disent un peu mes amis spécialistes, ils me disent, voilà, il y a eu plusieurs choses. D'abord, en 1995, en fait, on sort de l'euro, on sort juste on rentre dans l'euro, je veux dire, on sort du franc. Avant, qu'est-ce qui se passait en France? Quand les coûts augmentaient, on faisait des dévaluations. Et ça permettait de nous rendre compétitifs à nouveau. Évidemment, à partir du moment où il y a la rentrée dans l'euro, cette politique-là ne marche plus. D'accord? Et en plus, non seulement, donc on n'est plus capable de faire ça, et on ne sait pas faire ce qu'on appelle des dévaluations réelles. Maintenant, on sait qu'avec la TVA sociale ou avec une certaine utilisation de la CSG, on peut en fait fiscalement faire des dévaluations. En fait, l'idée de dévaluation fiscale avait été introduite par Keynes, en fait, parce qu'il avait un problème, sous Churchill, il y avait un problème d'étalon or. Les Anglais ne pouvaient pas dévaluer parce qu'ils avaient un problème ils devaient s'arrimer à l'or. Et en fait, Keynes avait compris qu'en jouant sur les taxes import-export, on pouvait faire une dévaluation réelle. Et donc, il avait trouvé l'idée de dévaluation réelle. Et quand on a fait le CICE et le pacte de responsabilité sous Hollande, on avait beaucoup poussé avec Macron pour ça, avec l'idée que ça devait être une dévaluation réelle, parce qu'on ne pouvait plus faire de dévaluation monétaire. D'accord ? Donc, nous, qu'est-ce qui se passe? On sort de l'euro, et au lieu de se donner les moyens de devenir plus compétitif, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 35 heures, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais tel qu'on le fait, on le fait pareil partout, et puis les impôts de production qui augmentent. Alors, on aurait pu peut-être faire 35 heures à certains endroits, pas d'autres, le faire d'une certaine manière, mais on le fait uniformément et on augmente les impôts de production. Donc, finalement, la France devient moins compétitive, quoi. Et donc ça a évidemment accéléré le mouvement vers davantage. Donc, les entreprises françaises ont commencé à délocaliser énormément et au lieu d'innover, de produire en France. Voilà, il y a eu beaucoup de ce phénomène-là. Et alors moi, je ne pense pas du tout qu'il faut un recul social pour être compétitif. Je pense qu'on peut tout à fait être compétitif et très social. Vous verrez beaucoup parler du modèle danois, notamment. Mais voilà, mais je crois que ce qui a été fait en France, tel que ça a été fait, n'a pas aidé à ce qu'on devienne plus compétitif. Voilà, donc c'est un grand débat là-dessus. Et donc voilà, donc je laisse un peu pour le moment ce débat en plan.
Donc voilà. Alors maintenant, s'agissant enfin du plan de la semaine dernière qui a été annoncé par Macron sur la réindustrialisation, donc je pense que les secteurs choisis correspondent beaucoup au secteur que j'ai mentionné ici. J'espère que je n'ai pas retiré, mais il y a le problème de la gouvernance, c'est-à-dire que pour le moment, c'est très dans l'ombre. Quelle va être la gouvernance des investissements? Il a pointé du doigt des secteurs prioritaires, mais on ne sait pas comment la politique industrielle, comment les investissements vont être gouvernés. Est-ce que c'est les ministères qui vont décider? Est-ce qu'on va créer des DARPA? Est-ce qu'on va créer... Oui, là, il y a un petit problème, là. Je suis désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Est-ce qu'il faut créer l'équivalent français de DARPA dans le domaine santé, dans le domaine énergie, dans le domaine digital? Est-ce qu'on peut DARPAiser le CEA, le commissariat à l'énergie atomique? Est-ce qu'on peut DARPAiser les PIA, vous savez, les investissements d'avenir, ou pas? Jusqu'où? Il y a l'idée de créer une ERA qui serait un embryon de DARPA européenne, mais pour le moment, elle n'a pas la bonne gouvernance. Mais est-ce qu'on peut la DARPAiser? Donc maintenant, c'est une énorme boîte noire, la gouvernance de la politique industrielle. Voilà. Pour le moment, on a dit on va mettre des fonds là, là et là, mais ça reste très colbertiste, et il n'y a pas vraiment encore pour le moment on ne sait rien sur ce que sera la gouvernance, et on peut avoir les meilleures intentions. Si la gouvernance n'est pas là, l'investissement n'a pas du tout la même efficacité, quoi. Et pour le moment, on est totalement dans le brouillard sur la gouvernance des investissements industriels. Voilà. Un petit peu ce que j'ai... Mais on peut discuter de ça, mais ça, c'est un peu mon sentiment personnel. Est-ce que ça... Alors, ça marche plus? Ça va avancer, c'est bon. À vous de... Génial. Alors qu'est-ce que j'ai fait faux? Excusez-moi, j'ai appuyé sur ce bouton-là, le supprimer, c'est ça? Comment je dois? Je ne veux pas refaire la même... Monsieur Innovation, je fais échappe. Monsieur Innovation qui ne sait pas manipuler l'innovation, vous voyez? Et même loin, voilà. Ça, c'est mon... Vous voyez, je suis un grand partisan, je défends beaucoup l'idée, l'importance de la destruction créatrice bien gérée. Et le mot update me panique. Dès qu'on dit update, je suis paniqué moi-même, vous voyez? Donc je ne sais pas vivre la destruction créatrice. Voilà. Donc je vais passer maintenant à inégalité, ou gros sur les inégalités. Voilà. Alors je vais là, animation. Alors animation, voilà, je crois que bon, je le fais comme ça, affichage, diaporama. Je vois si je peux faire diaporama. Hop. Voilà. Ça y est. Oh là là, c'est miraculeux. Voilà. En fait, j'avais commencé un peu à en parler l'an dernier, mais je n'avais pas, ce jour-là, je n'avais pas de slides. J'avais fait un cours sans transparent, dont certaines personnes présentes ici se souviennent sans doute bien. Peut-être que c'est mieux quand je ne les ai pas. Donc, je vais parler un peu de ce que j'ai fait l'an dernier, puis je vais rajouter des choses nouvelles. Donc, je vais parler un peu d'innovation, d'inégalité et de mobilité sociale. Mais de ce cours et le prochain, c'est sur vraiment la politique sociale, comment je réconcilie politique d'innovation et politique sociale. Donc, je démarre toujours en montrant l'évolution de la part du revenu aux États-Unis des 1% qui gagnent le plus, ou la part des revenus des 0,1% qui gagnent le plus. Et voilà, les travaux de Piketty, Saez, Atkinson, qui montrent que, eh bien, évidemment, effectivement, depuis les années 80, il y a une augmentation très sensible de ces parts de revenus du top 1% et du top 0,1%. D'accord ? Alors, il y a toujours le problème, comment mesurer les inégalités? L'innovation est une source d'inégalité au top, l'innovation comme moteur de mobilité sociale et le lobbying, etc. Et donc, je vais commencer par ça. Et après, je vais vous parler de la perception des inégalités et de la perception de l'immigration, qui sont tous les travaux de Stéphanie Stancheva. Et c'est ça qui est au menu aujourd'hui. D'accord ? Et après, je vous dirai un petit peu comment penser une politique sociale dans son ensemble. Alors, comment mesurer les inégalités? Donc, moi, je dis toujours, quand on vient vous voir et qu'on vous dit inégalité, les gens sont toujours très vagues, parce qu'il y a différentes mesures d'inégalité. On peut mesurer les inégalités globalement, par exemple par l'écart global à l'égalité parfaite, ou par le revenu des gens qui ont un diplôme universitaire sur le revenu des gens, sur le salaire des gens qui n'en ont pas, ou par exemple sur ce que gagnent les 10% qui gagnent le plus par rapport à ce que gagne le reste de la population, etc. Ça, c'est des mesures assez globales d'inégalité, quoi. D'accord ? Particulièrement le Gini. Et puis, vous avez des mesures plus locales d'inégalité, comme par exemple la part du top 1%. Qu'est-ce que gagne le top 1%? Ce n'est pas la même chose. Et puis, vous avez eu des mesures d'inégalité dynamique, c'est-à-dire, par exemple, si mon revenu est très corrélé avec le revenu de mes parents,
ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inégalités dynamiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale, d'accord? Et ça, c'est une troisième façon de mesurer. Et donc, d'abord, il faut qu'on vous pose la question, comment on mesure les inégalités? C'est très important de demander de quelle inégalité vous parlez, parce que sinon, on parle de tout et de n'importe quoi, d'accord? Ça, c'est la première chose, que les gens ne font jamais quand ils sont dans des... Alors, comment je calcule le Gini? Alors, le Gini, on le calcule de la manière suivante. Je vais essayer de vous le montrer. On se dit, voilà, les 10% qui gagnent le moins, combien ils gagnent? Ils vont jusque-là. Les 20% qui gagnent le moins, ils gagnent ça. Mais vous voyez, plus il y a d'inégalité, plus la courbe elle est bombée. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, j'avais aucune inégalité dans le pays, les 10% qui gagnent le moins gagneraient 10% des revenus. Et ça serait la droite, vous voyez? Donc la droite, ça correspondrait, ça c'est le pourcentage cumulé des ménages, en nombre, en proportion de la population, et ça c'est le pourcentage cumulé de revenus des ménages. S'il n'y avait pas d'inégalité, ça serait la droite à 45 degrés. 10% les plus pauvres gagneraient 10%, et les 10% les plus riches gagneraient 10%. Là, il n'y a pas d'inégalité. Et plus la courbe est bombée, plus elle est comme ça, plus vous avez de l'inégalité globale, vous voyez? Et donc l'inégalité, elle est mesurée par la surface de ce qui sépare la droite et cette courbe divisée par la surface du triangle. Enfin, vous voyez, et donc quand c'est 0, ça veut dire que vous avez égalité parfaite. Quand c'est 1, ça veut dire que vous avez l'inégalité maximum. D'accord? Ça, c'est la mesure du Gini. Est-ce que tout le monde comprend? Oui? Sérieux? Qui ne comprend pas? D'accord? Plus il y a de l'inégalité, moins les 10% qui gagnent le moins vont gagner. Donc, vous voyez, donc plus la courbe elle va être comme ça, vous voyez. Donc, si j'ai un pays avec peu d'inégalité, aucune inégalité, c'est la droite. Un peu d'inégalité, ça sera une courbe légèrement bombée. Beaucoup d'inégalité, ça sera... Et puis tout va aller en haut, quoi. Vous voyez? D'accord? Ça, c'est la mesure globale d'inégalité. Le Gini. Quand il est 0, c'est très inégal. Quand c'est très égal. Et quand il est 1, c'est très inégal. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une relation entre cette mesure globale d'inégalité qui est le Gini et la mobilité sociale. Et par exemple, on peut la voir en comparant des pays. Par exemple, là, on regarde des pays de l'OCDE et on s'aperçoit que les pays où le Gini est le plus grand, c'est des pays où il y a plus d'inégalité dynamique, où le revenu est plus dépendant du revenu des parents. Vous voyez, il y a un lien, il y a une corrélation positive, c'est-à-dire plus vous avez de l'inégalité dynamique, c'est-à-dire moins vous avez de mobilité sociale, et plus le Gini est important. Donc ça, c'est intéressant, on voit ça dans les pays. On le voit également, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. On la voit également dans des régressions où on regarde entre États américains. Alors là, la courbe, elle est décroissante au lieu de croissante, parce que là, ce que je mesure, c'est la mobilité, tandis que ce que je mesurais là, avant, c'était l'absence de mobilité, d'accord? C'est pour ça. Mais là, au lieu de regarder quelques pays, c'est des travaux de mes collègues Chetty et compagnie, ils regardent plein de commuting zones. Et commuting zones, c'est comme des arrondissements, mais au niveau de tous les États-Unis. Donc, vous voyez le nombre d'arrondissements qu'il y aurait. Hein. Donc, et on voit très clairement une relation que plus il y a de la mobilité sociale, moins il y a d'inégalité globale. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est quand même une mesure assez sympa, la mesure de mobilité sociale ou les mesures d'inégalité globale. Elles se répondent l'une à l'autre. Hein, d'accord? Tandis que, par exemple, si vous voulez regarder le lien entre la mobilité sociale et la part du revenu de top 1% aux États-Unis, vous voyez quasiment rien. C'est légèrement croissant là, c'est en fait pas significatif. Il n'y a pas de relation. Et en fait, c'est intéressant parce que par exemple, les États comme le Massachusetts, le Connecticut, c'est des États où il y a beaucoup de mobilité sociale, mais la part du revenu des top 1% est grande. Pourquoi? C'est des États très innovants, en fait. Vous voyez? Alors l'innovation, ça vous donne à la fois des rentes, mais ça vous donne la mobilité sociale à cause de la destruction créatrice. Par contre, les États du sud des États-Unis, où il y a peu d'innovation, mais c'est des États où vous avez peu de mobilité sociale, mais la part du top 1% n'est pas aussi grande qu'elle serait en Californie ou au Massachusetts, etc. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que déjà, on voit les mesures d'égalité, comment elles sont reliées. Donc on se dit, pourquoi être obsédé par le top 1%, puisque finalement, ce qui a l'air de compter, c'est plutôt le Gini et mobilité sociale. Donc déjà, ça, c'est un premier point. D'accord? Deuxième point, on peut vouloir regarder les sources d'inégalité en haut. Et en fait, si vous voulez, eh bien, une source d'inégalité en haut, une source qui donne du top 1%, c'est l'innovation.
Monsieur Skype est devenu un des hommes les plus riches en Suède parce qu'il a inventé Skype. Monsieur Steve Jobs est devenu très riche parce qu'il a inventé Apple. Monsieur Bill Gates a créé Microsoft. Ils sont devenus très riches comme ça. Et parce qu'ils ont inventé, ils ont créé des choses. Voilà, donc c'est une des moteurs. Et d'ailleurs, on peut montrer des travaux intéressants qui montrent que, dans le bouquin, on en parle dans le chapitre 10, que l'innovation, ce n'est pas juste l'inventeur qui a l'innovation. Il partage les revenus d'innovation avec l'entrepreneur, c'est comme le producteur d'un film. Lui, c'est comme le metteur en scène. Il partage les revenus, évidemment, et d'ailleurs, le gros va au producteur, à l'entrepreneur, mais également, il partage avec des gens qui travaillent avec lui, qui sont les coworkers, les gens qui travaillent avec lui aussi ont une part de l'innovation. Vous voyez, donc celui qui innove, il donne des revenus à lui-même, à son employeur et aux gens qui travaillent avec lui ou avec elle. D'accord ? Donc ça, l'innovation est une source d'inégalité en haut. Mais en fait, et d'ailleurs on voit qu'aux États-Unis, on a vu depuis les années 80 à la fois la part du top 1% augmenter et le flux de brevets augmenter. Vous voyez, c'est allé l'un avec l'autre. Ça ne montre aucune causalité, mais c'est intéressant, la concomitance. Vous voyez ? Donc, et on voit aussi que les États américains où le nombre de citations par tête d'habitant de brevets a augmenté le plus, c'est également les États américains où le top 1% a augmenté le plus. D'accord ? Donc, il y a un lien avec l'innovation. Et pourquoi ? Parce que l'innovation, on sait que l'innovation est motivée en partie par la perspective de rente d'innovation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est pour ça c'est le côté de l'innovation qui fait que ça donne des rentes. Et ces rentes permettent à des gens d'aller d'en bas vers les tranches élevées de la distribution des revenus. D'accord ? Mais c'est quand même une bonne source, parce que l'innovation, elle génère de la croissance. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, l'innovation, on va le montrer maintenant, elle a deux vertus. Elle génère de la mobilité sociale et elle n'augmente pas les inégalités globales, par contraste avec d'autres sources d'inégalités en haut de la distribution des revenus. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a regardé, tout ça c'est le chapitre 5 du livre, on a regardé donc, avec Blandel et d'autres, je pensais que Blandel aurait le prix Nobel cette année avec Card, mais il l'aura plus tard. Eh bien, on a regardé donc un échantillon d'États américains en panel, c'est-à-dire en dynamique, et on dit, voilà, je regarde le log de la mesure d'inégalité, je suis particulièrement intéressé à la part du top 1% dans l'État I au temps T, en fonction de l'innovation, de la quantité de brevets produits dans cet État 2 années avant, d'accord ? Et puis avec des contrôles, etc. Et on regarde ça. Et donc voilà, on a les mesures, donc on a les données qui nous donnent la part du top 1%, du top 10%. C'est en gros Piketty, Saez, mais tout ça a été mis au niveau État américain par cette personne-là. Donc c'est les données fiscales, en fait. Les brevets, eh bien, on regarde les brevets et on sait, ça vous donne, donc on a la statistique, on connaît le nombre de brevets, on sait où les brevets ont été enregistrés, dans quel État, enfin, quels sont les États qui sont émetteurs, on connaît la résidence de l'inventeur, la date de la candidature pour le brevet et le lien à chaque brevet que cite ce brevet, d'accord ? Et on peut regarder le nombre de brevets, on peut corriger pour le nombre de citations et se concentrer sur les brevets les plus cités, par exemple les 5% ou les 1% les plus cités. Et ce qu'on montre déjà, c'est que, eh bien, il y a un lien positif, une corrélation positive entre un État américain qui innove beaucoup, eh bien, c'est corrélé avec le fait d'avoir une part du top 1% qui est élevée. Alors là, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Alors, quand on n'a pas une causalité, on peut faire plusieurs choses. Ce qu'on peut faire, c'est trouver un instrument. Et l'instrument qu'on trouve, c'est le fait de dire, voilà, il y a le Appropriation Committee aux États-Unis. C'est quoi le Appropriation Committee ? Il y en a un pour le Sénat, il y en a un pour la Chambre des représentants. C'est un comité qui alloue des crédits aux différents États. C'est surtout des crédits pour la recherche, pour construire des autoroutes aussi, et un peu des installations militaires. Mais c'est surtout pour la recherche. Et évidemment, si on regarde les membres du comité, et évidemment, celui qui dirige le comité, notamment, et tous les membres, ceux qui rentrent dans le comité, voudront favoriser leur État, parce qu'ils veulent être réélus sénateurs, ou ils veulent être réélus députés, quoi. Donc l'instrument, c'est de devenir membre ou à plus forte raison présider le comité d'appropriation. Vous voyez, donc c'est un peu de la corruption, mais c'est très utile pour l'économétrie. Vous voyez, donc c'est très bien, parce que ça, c'est un instrument qui dit, voilà, quelque chose qui fait monter l'innovation, et ça va avoir un effet sur l'inégalité.
Et regardez, là, je vais vous montrer, ça va vous amuser, je vous montre le Kentucky, McConnell, ça vous dit quelque chose quand même ce nom-là. McConnell, c'est le speaker du Sénat, enfin, vous savez, le principal républicain du Sénat. Hein, McConnell, il faut compter avec ce type-là. Hein. Tu peux pas le traiter par-dessus la jambe. Hein. Biden, lui, il le traite vraiment, il le caresse dans le sens du poil, hein, parce qu'il a vraiment besoin de son aide. Hein. Donc, alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, M. McConnell entre en 93 dans le Appropriation Committee du Sénat. Et alors, miracle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui va aller de l'Appropriation Committee eh bien, va être multiplié par 10 entre 92 et 93. C'est incroyable, hein, la coïncidence, quand même sympathique. C'est génial pour ça. Je veux dire, restez comme vous êtes, parce que pour l'économétrie, c'est merveilleux. Voilà. Donc, et ça va surtout dans la recherche. Et donc, ils vont donner du financement à la recherche dans le Kentucky. Ça va être Publicly Funded Innovation. Et voilà. Et on voit que finalement, eh bien, ce qu'on voit, c'est vous voyez, les citations au brevet universitaire vont grimper. Donc là, qu'on crée un Kentucky synthétique. Donc ce qu'on appelle là, on fait la méthode des event studies, c'est-à-dire qu'on compare le Kentucky avec un État, c'est comme le Canada Dry, c'est en tout point comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je crée un Kentucky fictif. Vous voyez, je fais une somme pondérée des autres États et je crée un Kentucky qui n'est pas le Kentucky. Il est en tout point identique au Kentucky, mais sans McConnell. McConnell n'y arrive pas, quoi. Et on voit ce qui se passe. Vous voyez, regardez là, c'est le Kentucky fictif, c'est ici. Là, c'est le Kentucky réel. Et on voit que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, les brevets augmentent beaucoup dans le Kentucky réel, d'accord? Et ça, c'est les brevets universitaires. Et ça, c'est la citation à tous les brevets. Là, c'est avec un petit peu de retard, parce qu'évidemment, les universitaires viennent d'abord. Et après, il y a les autres brevets qui citent les brevets universitaires. Et alors après, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, mais on ne va pas le faire juste pour le Kentucky. On va mettre tous les États au même moment. Alors évidemment, le Kentucky et un autre État, ce n'est pas au même moment qu'il y aura quelqu'un qui rentre dans le Appropriation Committee. Mais on va tous les mettre à zéro. Et on va faire la somme, tu vois, pondérée. Et en les mettant tous à zéro. Et on voit que ce que j'observais pour le Kentucky est vrai pour l'ensemble des États. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu mets à zéro l'événement rentré dans le Appropriation Committee, eh ben, tu vois que immédiatement les earmarks vont monter, même juste avant que l'entrée. Enfin, non, ils grimpent juste au moment de rentrer. Et les brevets augmentent juste après, quoi. Voilà. Et ça, c'est les brevets, les citations à tous les brevets qui augmentent avec un petit retard de 2 ans. Donc ça, c'est un merveilleux instrument. Et alors, ce que je fais maintenant, c'est que je régresse. Vous savez, c'est comme faire de la cuisine, l'économétrie. Hein. Je prépare sur une petite casserole mon instrument, puis ensuite, je reverse dans le truc principal. Donc là, j'ai fait le premier stage, c'est-à-dire que j'ai montré le lien entre l'Appropriation Committee et la production de brevets. Et maintenant, je vais regarder l'effet de l'innovation sur l'inégalité, mais où l'innovation est instrumentée par l'instrument de Appropriation Committee. Tu vois, donc du coup, tout est fait, tout ce qui pourrait être une corrélation fortuite entre l'inégalité et l'innovation, et je l'enlève, puisque maintenant je ne regarde que ce qui joue par la causalité de l'innovation vers l'inégalité. Et ce que tu vois, c'est la chose suivante, c'est que d'abord, la part du revenu de top 1%, plus un État innove, plus la part du top du revenu à 1% est grande. Donc on voit bien un effet maintenant qui est causal et pas seulement corrélatif entre l'innovation et l'intensité de l'innovation et la part du top 1%. Donc on voit que l'innovation, évidemment, c'est un facteur. En fait, on peut montrer que pour 25%, l'augmentation de part le top 1%, c'est dû à l'innovation, pour un bon 25%. Et par contre, on ne voit aucun effet de l'innovation sur le Gini. Vous voyez, c'est intéressant. On ne voit aucun effet. L'innovation augmente l'inégalité en haut, mais elle n'a aucun effet sur l'inégalité globale. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'innovation, elle a une vertu, et la vertu qu'elle a, c'est un vecteur de mobilité sociale. Alors, comment on peut montrer que c'est un vecteur de mobilité sociale? On regarde des mesures de mobilité sociale. Alors, par exemple, une mesure, c'est le revenu espéré, où se trouve le revenu espéré d'un enfant qui est né dans les 25% qui gagnent le moins, ou qui est né d'une famille qui est parmi les 50% qui gagnent le moins, d'accord? Ou la probabilité qui est que l'enfant est dans le premier quintile, le plus haut, quand ses parents sont dans le 5e quintile, etc., etc. Donc on a différentes mesures de mobilité, on peut les relier à l'intensité d'innovation, on peut le faire au niveau des arrondissements américains, et ce qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire que la mobilité, l'innovation,
en gros, ça vous donne plus de mobilité sociale. Et pourquoi? Parce qu'il y a la destruction créatrice. L'innovation, c'est surtout l'innovation par les entrants. L'innovation, c'est des nouveaux qui arrivent, et les nouveaux remplacent les anciens. Et ça, c'est un facteur de mobilité sociale. Il y en a une autre raison, c'est que je vais montrer tout à l'heure maintenant, c'est que les firmes innovantes créent davantage de bons emplois que les firmes pas innovantes. Voilà, c'est important, davantage d'emplois qui donnent des perspectives aux employés. D'accord? Donc là, on regarde, c'est vraiment l'innovation par les entrants qui sont facteurs de mobilité sociale. Alors l'autre chose, c'est ce que je disais là, c'est que les entreprises innovantes, vous voyez, quand on regarde le profil de salaire, d'abord les entreprises innovantes payent mieux que les entreprises non innovantes, et puis les perspectives de salaire pour un travailleur non qualifié qui est dans une firme innovante sont bien meilleures que dans une firme non innovante. Les firmes innovantes, pourquoi? Parce que même quelqu'un de pas qualifié, dans une entreprise innovante, elle doit s'accorder au reste de l'entreprise. Je veux dire, moi, j'embauche quelqu'un même qui doit faire une tâche qui n'est pas forcément la tâche la plus... Dans une entreprise innovante, il faut absolument que tout soit parfait, quoi. Tu vois, parce que sinon, tout peut péter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dois vraiment avoir des gens hyper qualifiés, hyper fiables dans une entreprise innovante. Alors, il y a la notion de ces bons emplois. Alors, je veux dire un mot sur les bons emplois. Alors, il y a un survey qui s'appelle Honnête et qui dit aux gens, voilà, à quel point c'est important d'être précis, à quel point c'est embêtant pour l'ensemble que vous fassiez une faute, à quel point c'est important que vous vous accordiez avec les autres. Et donc, il y a un certain nombre d'indices, et on construit sur la base des réponses à ces questions un indice, disons, de l'importance du travailleur dans la firme. Ça peut être également un travailleur non qualifié, il n'a pas besoin d'être éduqué. C'est l'importance que vous avez dans l'entreprise, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que, d'abord, les employés non qualifiés, au départ, qui ont un degré, un lambda, je l'appelle lambda, hein, c'est une lettre grecque. Toujours les Grecs qui me disent, chaque fois que tu utilises un peu une lettre grecque, donne de l'argent à la Grèce et il n'y a plus de problème de dette publique. Bon, un individu qui est très important, eh bien, il va voir son salaire, il va voir son profil de salaire davantage augmenter. Vous le voyez là. Le monsieur en rouge, c'est quelqu'un qui répond plus positivement aux questions que j'ai posées et que j'ai montrées tout à l'heure, par rapport à quelqu'un qui est vert. Donc ça, c'est intéressant, d'une manière générale. Donc des jobs qui sont avec un haut lambda, c'est des jobs qui typiquement vous donnent un meilleur profil. Voilà, on a plus intérêt à vous qualifier, à vous entraîner, à vous former, à vous promouvoir, etc., etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que plus on est le lambda, good prospect et high prospect, pour avancement, c'est lié au lambda. Plus on est un haut lambda, plus les gens disent j'ai des prospects d'avancement. Plus j'ai un haut lambda, plus je serai gardé longtemps, tenure, ça veut dire qu'on est gardé longtemps. Plus je serai gardé longtemps dans l'entreprise. Moins j'aurai des CDD, plus j'aurai des CDI, quoi. D'accord? Et ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est intéressant parce que, en fait, si vous voulez, l'innovation, c'est une source très intéressante d'inégalité en haut, parce que c'est vrai que ça augmente l'inégalité en haut, mais ça génère aussi de la mobilité sociale, et donc ça n'a pas d'effet sur l'inégalité globale. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est à la différence d'autres mesures, d'autres facteurs d'inégalité en haut, qui, par exemple, le lobbying. Donc, je vais maintenant parler de lobbying, d'accord? Alors, je vais repartir de là, échapper. Maintenant, je sais que les bêtises que je ne dois pas refaire, pour ne pas faire revenir notre ami. Voilà. Et je vais maintenant vous parler un peu de lobbying. Alors, je fais un détour par le lobbying, là, voilà. Alors, le terme lobby désigne un hall, il désigne les couloirs de la Chambre des communes anglaise où les membres du groupe de pression venaient discuter avec les parlementaires. Donc, c'était ça. Il comprend toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considérées par la personne qui les initie. Dans la plupart des pays, les activités de lobbying sont maintenant réglementées et recensées. Il est très mal perçu par l'opinion publique. 53% des Américains considèrent que les lobbies comme un grand problème. Alors que seulement 38% ont la même opinion pour l'immigration clandestine. 60% des Américains considèrent la conscience éthique des lobbyistes peu ou très peu élevée, contre 25% pour les banquiers. Alors, je ne sais pas chez nous ce que ça serait, parce que nous, comment on mettrait lobbyistes et banquiers? Alors, le lobby est une des principales possibilités pour des groupes d'intérêt
d'accéder et d'influencer les sphères décisionnelles. Aux États-Unis, il représente maintenant plus de 3 milliards de dollars. En Europe, le lobby est divisé entre le lobby auprès de la Commission européenne et les lobbies au niveau nationaux. Le lobbying auprès des institutions européennes représente à peu près 1,14 milliard d'euros par an. D'accord ? Alors, les États-Unis sont les pionniers en matière de réglementation des lobbies. Le Federal Regulation of Lobbying oblige tous les lobbyistes à s'enregistrer auprès du Sénat. Et le Lobbying Disclosure Act a rendu ce registre public et maintenant accessible en ligne. Le Honest Leadership and Open Government amende et complète les deux précédents en y ajoutant des règles sur la transparence de la vie publique. Par exemple, l'interdiction de cadeaux de lobbyistes aux décideurs politiques, interdiction aux anciens élus de devenir lobbyistes, etc. L'Union européenne a un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission européenne qui exige l'enregistrement en ligne des lobbyistes. D'accord ? Voilà, donc un petit peu les règles de représentation d'un pays à l'autre. Et qui fait du lobbying? Eh bien, dans l'Union européenne, plus de la moitié des lobbyistes sont des représentants internes, groupements professionnels et syndicats. Plus d'un quart sont des ONG. Les plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires sont celles qui font le plus de lobbying. Les entreprises qui font massivement recours au lobbying, en moyenne, une productivité plus basse que les autres, mais également des marges de profit plus élevées. Il y a plus de dépenses en lobbying dans des secteurs plus régulés, où il y a moins de concurrence. Mais évidemment, l'un implique l'autre. Le lobbying empêche la concurrence. Là, vous avez à côté de vous la grande spécialiste du lobbying, qui est Olympia, qui vient de faire une étude très intéressante avec Francesco Trebi et Mathilde Bombardini, où vous montrez qu'en fait, c'est face au choc d'import. Non, c'est ça, c'est que c'est surtout face au choc d'import, les entreprises les moins performantes ont fait davantage de lobbying dans les secteurs plus réglementés, non, j'imagine. Olympia. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Donc, il y a le choc chinois. Face à ce choc, eh bien, tu peux innover. Et je ne sais pas si vous avez regardé l'innovation, mais en fait, ils tendent à moins innover et ils investissent davantage dans le lobbying pour se protéger. Donc, c'est vraiment des trucs anticoncurrentiels. Le lobbying, c'est vraiment anticoncurrentiel, d'accord ? Et là, il y a ce papier que j'adore, qui est de mon ami Ufuk Aksigit, Salomé Baslanze et Francesca Lotti, Banque d'Italie, et ils ont ce magnifique diagramme que j'adore montrer. On regarde, ils ont des données sur toutes les firmes italiennes, et ils arrivent à les ranger à gauche, c'est les firmes les plus importantes, donc c'est le ranking, c'est le classement des firmes par importance de part de marché. Donc à gauche, vous avez les meilleurs, et vous avez les firmes de plus en plus petites quand vous allez à droite. Et vous regardez ici le nombre de politiciens par unité, politiciens divisé par la taille de la firme, d'accord ? Et vous voyez que même proportionnellement à la taille, parce qu'évidemment les grosses firmes devraient normalement, elles sont plus grosses, donc elles font plus de tout, mais même par rapport à leur nombre d'employés, vous voyez qu'elles investissent beaucoup plus dans des politiciens, elles investissent dans des politiciens locaux, elles les emploient. Tu vois, j'emploie le maire adjoint, la municipalité, pour comme ça, j'ai des passe-droits, etc. D'accord, tu vois. Donc, et vous voyez, c'est quand même merveilleux, quoi. Alors qu'en fait, les brevets, qui innovent, c'est les petits. Donc les gros, ils investissent dans les politiciens, et les petits, ils investissent dans l'innovation. C'est très intéressant. D'accord? Donc ça, c'est lobbying. Alors évidemment, le lobbying, ça vous permet des fois d'avoir des passe-droits, de pouvoir grandir plus facilement. Donc employment growth augmente avec connection, parce que vous obtenez des passe-droits pour agrandir votre usine, etc. Vous n'aviez pas vu le film La Zizanie avec Louis de Funès, il voulait pouvoir agrandir sa boîte et tout. Alors, lui était maire lui-même, je crois que ça aidait dans le film. Voilà. Et par contre, la croissance de la productivité est négativement corrélée avec le lobbying, puisque plus vous faites du lobbying, plus vous misez sur le lobbying plutôt que sur l'innovation, et donc vous innovez moins, et donc vous avez moins de croissance de productivité. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer, un peu le détour que je fais par le lobbying, d'accord, pour qu'on sache de quoi je parle. Et maintenant, je reviens maintenant à mon point principal, qui est là. Donc je reviens à ça, diaporama. Alors je fais ça. Voilà, lobbying. Donc voilà, on a vu le lobbying. Et donc, le lobbying, c'est une source d'inégalité en haut. On peut montrer, je vais vous le montrer dans un instant. On voit que vous voyez, je regarde aux États-Unis, les États américains, les dépenses de lobbying, qui c'est des données qui viennent justement des co-auteurs d'Olympia, de Mathilde et Francesco. Et je regarde en haut le top 1%. Donc là, c'est des États qui dépensent beaucoup en lobbying. Là, c'est des États années qui ne dépensent pas beaucoup en lobbying. Alors, le même État d'une année sur l'autre peut aller à gauche, à droite, comme le même État d'une année sur l'autre pouvait aller en haut ou en bas de l'échelle d'innovation, puisque je fais État américain, mais en panel.
et je regarde, et vous voyez, si je devais mettre une droite, ben la droite, elle est clairement surtout, alors là, dans ceux qui font le plus de lobbying, là, vraiment, la part du top 1% est beaucoup plus grande. Donc, c'est aussi une source de top 1%, d'accord? Mais elle augmente l'inégalité globale, vous voyez? Elle augmente l'inégalité globale. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui faisait que l'innovation n'augmentait pas l'inégalité globale? C'est que c'est vrai que d'un côté, l'innovation augmentait la part des revenus du top 1%, mais de l'autre côté, l'innovation augmentait la mobilité sociale. Donc, au total, l'innovation n'augmentait pas l'inégalité globale. Mais le lobbying, c'est tout mauvais. Le lobbying, d'un côté, ça réduit la mobilité sociale puisque ça empêche l'entrée, d'accord? Ça réduit la mobilité sociale, ça augmente le Gini, ça réduit la croissance, évidemment, puisque vous empêchez l'entrée de firmes plus innovantes. On sait que les firmes les plus innovantes, c'est les nouveaux en général. Hein. Donc, vous voyez, je crois vraiment, moi, là où je me distingue d'autres personnes qui parlent d'inégalité, tout à fait respectables, je n'en dis que du bien dans mes livres, c'est que dans leur monde à eux, l'innovation existe. Dans leur monde à eux, il n'y a que des Carlos Slim et il n'y a pas de Steve Jobs. Et alors là, il y a un petit problème, c'est que j'ai perdu mon... Je vais le mettre moi-même. Écoutez, je vais faire ça. C'est pas génial. Voilà. Là, on entend. Là, ça marche quand même. Voilà. Donc moi, vous voyez, et là, en ce moment, je suis en train de faire une étude avec mes collègues de Stanford où on regarde, on voit des rentes et on essaie de se demander la question, est-ce que ces rentes, ça va si je fais comme ça ou c'est trop fort, là? Oh là là, formidable. Dis donc. Eh ben, non, c'est moi qui ai trop bougé, là. Merci, hein. Donc, c'est de savoir, vous avez une rente, est-ce que vous pouvez dire si elle vient de l'innovation ou pas de l'innovation? Et ça, c'est important empiriquement, parce que vous ne voulez pas traiter la rente de la même manière, si c'est de l'innovation ou pas. Parce que si vous taxez trop l'innovation, vous vous tirez une balle dans le pied, puisque l'innovation vous donne non seulement de la croissance, mais de la mobilité sociale également. Donc, c'est très important de distinguer les rentes d'innovation et les autres rentes. Et il faut avoir des méthodes pour le faire. Et là, nous, on travaille là-dessus, on fait une recherche là-dessus. J'espère que je pourrai bientôt vous en parler l'année prochaine, des résultats de cette recherche. On a quasiment convergé là-dessus. Et là, c'est nouveau, parce qu'on a une méthode très pratique pour dire ça, c'est plus une rente d'innovation, ça, c'est plus une rente de situation, si vous voulez, de lobbying. Et maintenant, ça ne veut pas dire, maintenant vous allez me dire, oui, mais alors le top 1%, qu'est-ce que vous en faites? Alors là, je dis, mais... Tout ça, c'est bien joli, l'innovation. Vous allez dire, donc quoi? Donc ça y est, vous vous dites l'innovation, tant pis pour le top 1%, puisque vous vous souciez surtout de la mobilité sociale et du Gini, et vous vous moquez du top 1%. Non, parce qu'il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que je me soucie du top 1% parce que je ne veux pas qu'ils utilisent leur richesse ou leurs revenus pour barrer la route à de nouveaux innovateurs. Mais ça, je vais y arriver pas seulement par la fiscalité, je suis pour une fiscalité progressive, mais on y arrivera aussi par les lois, les politiques de concurrence et par les politiques de financement des campagnes politiques. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a aucune limite sur le financement qu'une entreprise peut apporter à tel ou tel politicien dans une campagne électorale. Évidemment, en France, c'est totalement impossible. En Suède, c'est totalement impossible. Donc ça, c'est très embêtant parce que ça donne à l'argent un pouvoir énorme sur la politique. Donc, et également, la politique de concurrence aux États-Unis n'est pas au niveau, mais je vais en parler dans un moment. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Il faut se soucier du top 1%. C'est pas que qu'il y ait des riches, c'est pas un problème. Le tout, c'est qu'ils ne puissent pas biaiser la concurrence et biaiser le jeu politique et empêcher l'entrée de nouveaux arrivants. Mais là, il y a différents instruments et c'est pas uniquement la fiscalité. Il y en a qui sont obsédés par la fiscalité, mais ils oublient la politique de la concurrence, ils oublient la politique d'éducation, ils oublient les règles de financement de campagne politique. Il y a une panoplie d'instruments pour traiter de ça. Pas juste la fiscalité, d'accord? Alors, je veux vous dire, voilà, le mais sur l'innovation, parce que vous allez dire, bah, tout est beau, vous êtes un espèce d'optimiste BA, l'innovation c'est génial, ça résout tous vos problèmes. Je ne suis pas totalement naïf. Par exemple, je sais déjà qu'il y a un problème, c'est qui devient innovateur. Et là, tout le monde ne devient pas innovateur. Ici, je vous représente, j'en avais parlé la dernière fois, la probabilité d'innover en fonction du revenu des parents. Aux États-Unis sur données récentes, aux États-Unis sur données historiques et en Finlande. Même la Finlande, moi je pensais que j'allais trouver une courbe plate puisque l'éducation est gratuite en Finlande et de très bonne qualité. Les PISA-tests sont excellents en Finlande. Mais malgré tout, quand on est né de parents qui gagnent plus en Finlande, on a plus de chances d'être innovateur. Alors ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que les parents qui gagnent plus sont plus éduqués. Plus éduqués, ça veut dire qu'ils ont du savoir que d'autres n'ont pas, mais aussi qu'ils ont été exposés à davantage d'opportunités. Ce qu'on donne aux enfants, c'est son savoir, mais aussi les aspirations. On lui dit, tiens, tu pourrais essayer telle chose. Mais quand tu ne connais pas, tu n'es pas capable de dire à ton gamin, voilà, fais ça ou fais ça.
Et c'est ça la grande inégalité dans l'éducation, d'accord? Par exemple, dans les données finlandaises, avec mes co-auteurs, on a montré que si on corrige, si on contrôle pour l'éducation des parents, on voit que la courbe s'aplatit beaucoup. C'est-à-dire que le revenu des parents compte en Finlande parce que les parents qui gagnent plus, c'est les parents plus éduqués et que ça joue encore un rôle. Alors, il faudra peut-être plusieurs générations de très bonne éducation en Finlande où on apprend à transmettre les aspirations et pas juste le savoir pour que cette courbe s'aplatisse, quoi. Mais c'est pourquoi c'est important. Parce que l'invention elle-même, donc j'ai dit l'innovation est une source de mobilité sociale. Seulement tout le monde ne devient pas innovateur. Et là, l'éducation est très importante pour que tout le monde puisse. On a trop de ce que j'appelle de Einstein perdu. Il y a trop de gens en France ou dans nos pays qui pourraient être des inventeurs et qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas été exposés, ils n'ont pas eu la chance que les autres ont eue. Et donc on a ce phénomène. Et si on arrivait à faire ça, on serait à la fois capable d'être plus innovant et plus inclusif. Donc comme quoi, vous voyez, ce n'est pas un trade-off, ce n'est pas un arbitrage entre être innovant et inclusif. On peut être à la fois plus innovant et plus inclusif avec une politique où on minimiserait le nombre de Einstein perdus. Voilà, je crois que là, c'est un des gros défis, c'est la réforme du système éducatif pour arriver à ce phénomène. Donc déjà, le problème d'innovation, c'est qu'on sait très beau l'innovation, mais pour le moment, tout le monde ne devient pas innovateur, d'accord ? Et donc là, il y a des politiques à suivre. La deuxième raison, c'est que toujours le problème que Schumpeter avait vu, les innovateurs d'hier, ceux avec leurs revenus, ils peuvent utiliser leur rente pour empêcher l'innovation future. Et là, c'était le problème de la stagnation séculaire. Je vous ai dit, pourquoi la croissance de la productivité a baissé aux États-Unis? Parce que, grâce à la révolution d'éthique, vous avez eu des firmes superstars, les GAFAM, qui ont, alors quand elles se sont développées, au début, ça fait augmenter la croissance de la productivité aux États-Unis. C'est pour ça que vous avez, quand Solow disait « je vois la productivité partout sauf dans les ordinateurs », il était là, Solow. Il aurait attendu 2 ans, il l'aurait vu, la productivité dans les ordinateurs, d'accord? Elle était là. Mais ça n'a pas duré, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que ces firmes GAFAM ont envahi tous les secteurs en faisant des fusions-acquisitions à tout bout de champ, eh bien, ils ont inhibé les autres, ils ont inhibé l'innovation des autres. Et donc là, vous voyez, et là, on trouve le dilemme schumpeterien. Alors là, Schumpeter, il dit c'est foutu. La vision de Schumpeter, c'est que c'est foutu. C'est que les innovateurs deviennent des conglomérats et c'est terminé. Et moi, je suis un optimisme gramscien et je dis non, on peut faire des choses, on peut améliorer la politique de concurrence et la rendre compatible avec l'ère du digital. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Eh bien, on a élu Biden, et Biden, il a fait une réforme formidable de la politique de concurrence aux États-Unis. Regardez en détail la politique, je ne sais pas s'il va pouvoir la mettre en œuvre, mais elle s'attaque exactement aux sources du problème. Et donc, on peut changer les choses. Mais ça veut dire qu'il faut la société civile et l'État. Mais la combinaison entre l'État et la société civile peuvent venir à bout. La stagnation séculaire, contrairement à ce que pense Gordon, ce n'est pas une fatalité. On peut tout à fait mettre un terme à la stagnation séculaire en corrigeant la politique de concurrence, en la rendant compatible avec l'ère du digital. Et donc voilà, donc c'est intéressant qu'on peut faire la politique éducative et également, donc de la même manière qu'une politique éducative, comme je disais tout à l'heure, à la fois ça vous rend plus innovant et plus inclusif, une politique de concurrence vous rend plus innovant et plus inclusif puisque vous permettez à des nouveaux entrants de venir. Et comme j'ai montré tout à l'heure, l'innovation par les entrants génère de la mobilité sociale. Donc en faisant ça, vous faites d'une pierre deux coups, vous devenez plus innovant et plus inclusif en même temps. Et voyez le genre de politique que vous pouvez faire sur cette base. Voilà, donc là, ça conclut cette première partie. Il est 55, je propose qu'on prenne 5 petites minutes de pause, et après, je vais vous parler du monde de Stéphanie Stancheva. Voilà, le monde selon Stéphanie. Alors, je vais parler de préférence pour la redistribution et de mobilité sociale, d'accord? Et c'est des travaux qui ont été faits par Stéphanie Stancheva, qui est donc prof à Harvard, et c'était fait beaucoup. Elle a commencé ça avec Alberto Alesina, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. J'avais beaucoup travaillé sur le rôle des constitutions. Dans le chapitre 15 de mon livre, je parle de la constitution comme contrat incomplet, et j'avais fait des travaux avec Bolton et des travaux avec Alesina, et Trebi d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler, parce que Francesco était notre étudiant, à moi et Alberto. Voilà. Et Alberto, c'était un grand nom en économie politique. Et puis, il est décédé brusquement il faisait de la randonnée en montagne, enfin, dans le New Hampshire. Et puis, voilà, quoi, tout d'un coup, il est parti, quoi. Donc, c'était voilà, donc Alberto n'est plus. Et Eduardo Tesso, qui est donc un co-auteur à eux, qui est un étudiant à eux. Voilà. Et donc, c'est une série d'articles, enfin, donc, qui est passionnant sur les perceptions. Et donc, ça, c'est fascinant. Et
Et typiquement, si vous voulez, le stéréotype, mais ce n'est pas faux, et on va aller de plus en détail, c'est qu'en général, les Américains pensent que, en gros, l'économie est juste. Et ils croient dans le rêve américain. Alors c'est vrai qu'ils y croient moins depuis quelques années, c'est ça qui a donné Trump, c'est le fait que la croyance dans le rêve américain, c'est-à-dire que le rêve que demain je serai mieux qu'aujourd'hui et mes enfants seront mieux lotis que moi, cette croyance a été un peu tombée. Mais disons que par rapport à nous, ils sont plutôt optimistes quand même. Et puis il y a la vision un peu aux États-Unis, mais que la richesse, c'est la récompense de la capacité et de l'effort, et que la pauvreté est due au fait que vous ne savez pas prendre avantage des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a un peu une culpabilisation de la pauvreté, et que l'effort paye, quoi. Chez nous, en Europe, il y a plutôt la vision que le système est fondamentalement injuste, que la richesse est essentiellement due, ou sinon uniquement due, eh bien, à votre linéage, à votre filiation familiale, enfin à vos antécédents familiaux, et que vous avez des classes très rigides, et que ça n'a rien à voir avec le fait que vous réussissez, voilà, le mérite ne joue aucun rôle. Hein. La pauvreté, chez nous, c'est uniquement de la malchance, et que la société n'est pas capable d'aider ceux qui ont besoin, et que l'effort peut payer ou peut ne pas payer. Et c'est intéressant parce que vous avez 70% des Américains contre 35% des Européens qui pensent que si on travaille, on y arrive, quoi. Voilà, hein. Donc, et on voit aussi que la mobilité sociale n'est pas forcément plus élevée aux États-Unis, et on va s'en rendre compte tout à l'heure. Voilà. Donc, mais on a la tendance à être plus optimiste que la réalité aux États-Unis et plus pessimiste que la réalité en France. Ça, c'est intéressant quand même. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ils ont entrepris des enquêtes à grande échelle, disons en prenant 5000 personnes. Alors, vous dit 5000, c'est pas grand, mais dans plusieurs pays, quoi. Donc, ils ont fait une enquête à grande échelle, c'est-à-dire au sens que ça couvre beaucoup de pays, pour les comparer, évidemment. Hein. Donc, et les questions qu'ils ont, est-ce que les gens perçoivent correctement le véritable degré de mobilité sociale? Est-ce qu'ils pensent que la richesse est due à l'effort ou à la chance, ou la pauvreté dans l'autre sens? Quel est le lien entre ce qu'on perçoit être la mobilité sociale et la préférence pour la redistribution? D'accord? Donc, et en quoi ces réponses diffèrent selon l'origine économique et sociale, les vues politiques et sa propre expérience de mobilité. Et c'est ça un peu qu'ils regardent, d'accord? Donc ils prennent des échantillons représentatifs aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Alors là, la France et l'Italie sont mis l'un sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi, là, on est tellement semblables que là, on se chevauche. Et la Suède, d'accord? Et après, ils veulent étendre et faire davantage. Mais enfin, c'était une entreprise très, très ambitieuse, d'accord? Et en fait, ce qu'ils trouvent, en gros, mais je vais aller plus en détail, c'est que les Américains sont plus optimistes que les Européens, mais en fait, les Américains, non seulement ils sont plus optimistes, mais ils sont trop optimistes, surtout sur le rêve américain. Ils pensent qu'il y a plus de mobilité qu'il y en a vraiment, d'accord? Alors que nous, les Européens, on est trop pessimistes, en particulier sur la probabilité de rester dans des trappes de pauvreté, d'accord? Les gens pensent que l'effort est important, mais ils ne pensent pas que ça leur permet d'arriver tout en haut. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que plus on est pessimiste sur la mobilité sociale, plus on soutient la redistribution, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et voilà. Et donc, et il y a évidemment une grande polarisation entre ceux qui sont... il y a une grande polarisation entre ceux qui ont des vues droite, gauche, redistribution, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu plus de ça, hein, d'accord? Alors, les données, donc ils ont des données pour différents pays, donc voilà, et dans chaque pays, ils obtiennent à la fois des données, des données administratives sur les impôts, et en même temps, voilà, ils utilisent vous voyez, par exemple, pour la France, ils utilisent des enquêtes INSEE, par exemple. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils utilisent des enquêtes British Court Study. Aux États-Unis, ils utilisent des données fiscales.
en Suède, ils prennent un échantillon, un random aléatoire du Statistics Sweden, etc., etc. Et donc, comme ça, ils homogénéisent et puis ils font des comparaisons internationales. Voilà, donc ils vont poser des questions sur d'abord, ils vont s'informer sur l'origine socio-économique, l'expérience de mobilité, sur l'expérience politique éventuellement. Ils vont s'informer et ils vont poser des questions sur est-ce que le système est juste, pas juste, pourquoi on est pauvre, pourquoi on n'est pas pauvre, pourquoi on est riche. Ils vont essayer ils vont se demander, ils vont poser des questions sur la perception de la mobilité sociale dans son pays, et puis ils vont demander des questions, ils vont poser des questions sur est-ce qu'il faut intervenir, est-ce qu'il faut redistribuer, est-ce qu'il faut réformer les impôts, le budget, etc. Hein. Alors, par exemple, sur la mobilité sociale, on se penche sur 500 familles qui représentent la population US, par exemple. On les divise en 5 groupes sur la base de leurs revenus. Chaque groupe contient 100 familles. Ces groupes sont les 100 les plus pauvres, après les 100 qui viennent après, etc., etc. Et dans les questions qui suivent, on vous demande d'évaluer les chances qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui est né parmi les 100 familles les plus pauvres vont continuer d'appartenir à ce groupe ou vont pouvoir monter ou pas? Et on vous demande de répondre et de fabriquer. Voilà. Et ça, c'est le genre de questionnaire qui est demandé à tout le monde. Voilà, donc par exemple, on dit voilà, est-ce qu'on demande? Et on dit voilà, par exemple, l'enfant vient d'une famille parmi les 100 les plus pauvres, eh bien, mettez une case là où vous pensez qu'il va arriver. D'accord? Et donc, il vous met une case, il vous la met là, ou là, ou là, ou là, quoi. D'accord? Et puis, on collecte les réponses. Voilà. D'accord? Donc, par exemple, les questions, est-ce que vous pensez que les chances qu'un enfant qui vient d'une des familles, les 100 familles les plus pauvres, va être parmi les 100 familles les plus riches? Alors, est-ce que c'est proche de zéro, très très proche, assez élevé, très élevé, etc. Sur la mobilité, quel est votre sentiment sur l'idée suivante? Dans le pays X, chacun a une chance d'y arriver et de réussir, quoi, voilà. Après, on pose des questions sur la mobilité conditionnelle à l'effort et au talent. Considérons 100 enfants venant des 100 familles les moins fortunées. Est-ce que ces enfants sont très déterminés et travaillent dur à l'école? Eh bien, à ce moment-là, est-ce que c'est ça qui va est-ce que ça va déterminer? Est-ce que c'est l'effort qui va déterminer s'ils vont arriver, ou est-ce que c'est le talent, etc. Et donc, on pose ce genre de questions. Hein. D'accord? Et les politiques aussi, on demande, est-ce qu'il faut que le gouvernement, on pose des questions sur est-ce qu'il faut que le gouvernement intervienne, comment il faut partager le fardeau fiscal, et on pose des questions également, comment allouer un certain budget, est-ce qu'il faut faire des support for equality of opportunity policies, etc. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques figures qui montrent un peu la misperception. Et donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez que je représente en axe des abscisses la vraie probabilité. Donc là, c'est la probabilité. Donc il y a des quintiles. J'ai les 100 plus pauvres, j'ai des quintiles. Et donc, quelle est la probabilité de rester, que l'enfant soit dans le même, parmi les 100 plus pauvres familles voilà. Et vous voyez que la réalité... Vous voyez, c'est très intéressant parce que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède, ils perçoivent... Vous voyez, si vous êtes au-dessus de la droite à 45 degrés, c'est que vous percevez qu'il y a plus de rigidité sociale qu'il y en a vraiment. Si vous êtes en dessous de la ligne à 45 degrés, c'est que vous percevez moins de rigidité sociale qu'il y en a vraiment. Eh bien, vous voyez que les États-Unis perçoivent moins de rigidité sociale qu'il y en a vraiment. Et tous les autres Européens perçoivent plus de rigidité sociale qu'il y en a. Parce qu'on vous demande la probabilité, quelle est la probabilité que vous pensez que quelqu'un qui est né pauvre reste pauvre? Ça, c'est ce qui est l'axe des Y. Et l'axe des X, c'est quelle est la réelle probabilité que quelqu'un qui n'est pauvre reste pauvre. D'accord? Eh bien, vous voyez que les pays européens, le perçu est au-dessus du réel. On est plus pessimiste que la réalité sur les chances de rester pauvre. D'accord? Alors que les États-Unis sont plutôt plus optimistes.
Ils pensent que ils croient davantage à l'ascenseur social qu'il y en a vraiment. C'est intéressant, hein? Alors là, on demande la probabilité d'arriver tout en haut. Vous voyez, donc tout à l'heure, c'était la probabilité de rester tout en bas. Là, c'est la probabilité de bouger tout en haut. Et vous voyez que là, quand je vais là, c'est la probabilité réelle d'aller tout en haut. Et là, c'est la probabilité perçue. Si je suis là, c'est en dessous, c'est-à-dire que réellement, ma probabilité est élevée, mais que je l'aperçois plus faible qu'elle n'est. Et là, ça veut dire que je l'aperçois plus élevée qu'elle est. Et vous voyez, de la même manière, les États-Unis sont plus optimistes que la réalité, et les pays européens sont plus pessimistes. Et la France, elle est particulièrement loin de la droite, hein. Vous voyez, nous, on est vraiment des pessimistes, hein. D'accord? Ça, on le savait, hein, de toute façon. Hein. Hein? C'est pas nouveau, hein, mais on le voit bien, là. Hein. Voilà, donc c'est intéressant. Alors maintenant, la perception de la mobilité, eh bien, l'idée que qu'est-ce que ça implique pour ce qu'on voudrait comme politique. Et alors là, c'est très intéressant, parce que, en fait, je représente dans l'axe des X, c'est eh bien, ceux qui répondent qu'on a plus de probabilité. Vous voyez, on connaît les gens, il y a des réponses, des gens qui vous disent « j'ai plus de chances de rester en bas quand je pars en bas » ou « j'ai moins de chances de rester en bas ». Eh bien, ceux qui pensent qu'il y a plus de chances de rester en bas, ils sont en faveur d'une taxe sur le top 1% plus grande. Piketty pense qu'il reste encore en bas de l'échelle avec les 2 millions de livres qu'il a vendus. Voilà. Et alors là, c'est le contraire. Plus je pense plus je suis optimiste sur la probabilité de bouger tout en haut, moins je favorise des taux de taxation en haut élevés. C'est intéressant, hein? Voilà. Voilà. Là, c'était l'impôt tout en haut. Maintenant, je veux regarder l'impôt tout en bas. Mais c'est le contraire. Plus je pense qu'on reste tout en bas, plus je veux baisser l'impôt tout en bas. Plus je pense qu'on a des chances d'aller tout en haut, plus je veux augmenter l'impôt tout en bas. D'accord? Make sense, hein, comme on dit. Eh bien, éducation et santé, plus je pense qu'on reste tout en bas, plus je veux investir dans l'éducation et la santé. Moi, je pense de toute façon qu'il faut investir dans l'éducation et la santé. Donc, de manière, on peut être optimiste et penser qu'on va investir. Je pense que l'éducation et la santé, c'est des investissements de croissance fondamentaux. Je pense que c'est, voilà, à tout point de vue. Mais c'est intéressant aussi que plus on est optimiste sur la probabilité de monter, eh bien, moins on pense qu'il faut investir dans l'éducation et la santé. En gros, moi, j'y arrive, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. On connaît ce raisonnement, hein. Voilà. Plus je suis optimiste sur la probabilité de rester pessimiste sur le fait que je reste tout en bas, eh bien, moins je suis pour du safety, plus je suis pour du safety net, quoi, c'est-à-dire FlexSec et tout ça. Plus je pense que et par contre, je ne vois pas vraiment d'effet, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment de corrélation significative entre l'optimisme et le soutien pour safety net, dans leur valeur à eux. Hein. Ça, c'est leur truc à eux. Parce qu'on aurait pu penser que ça aille en bas, mais là, ça ne va pas en bas. Donc voilà. Alors maintenant, il y a perception et gouvernement. Alors là, c'est intéressant, parce que le effort reason poor et le effort reason rich, là, j'ai demandé bien. Le effort rich, c'est la part des personnes qui disent que l'effort est la raison principale pour devenir riche plutôt que la chance. Et le effort poor, c'est la proportion des personnes qui disent que l'absence d'effort est la raison principale pour être pauvre. D'accord? Donc, et les efforts pauvres et les efforts riches, les efforts pauvres, c'est des gens qui pensent plutôt que c'est l'effort qui paye et pas la chance. D'accord? Bon. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en France, on est quand même en bas dans les effort rich et effort poor, hein, d'accord? C'est pas chez nous qu'on pense que si on est pauvre, c'est parce qu'on n'a pas de chance, etc. C'est une bonne chose, d'ailleurs, by the way. Hein. Mais aux États-Unis, par exemple, vous voyez qu'aux États-Unis, c'est toujours à droite, vous voyez, aux États-Unis, c'est là qu'on pense le plus que si on est pauvre, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et si on est riche, c'est qu'on le doit à son mérite, et puis voilà, quoi. D'accord? La réalité est plus compliquée, évidemment. Mais les États-Unis sont vraiment complètement à droite, et la France, elle est plus à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que l'Italie est toujours elle est plus à gauche que nous. Hein. Vous voyez? L'Italie est une version magnifiée de la France, en fait, un peu, dans pas mal de choses. Voilà. Voilà. Alors, le American Dream, qui y croit le plus, c'est les États-Unis. Mais nous, on n'y croit pas beaucoup. Hein. Et alors, les Italiens encore moins que nous. D'accord? Et est-ce que le système économique est juste? Ben, vous voyez, les États-Unis disent oui, nous on dit peu, et l'Italie à notre gauche. C'est intéressant. Hein?
Donc, good luck Draghi quand même. Hein. Non. Alors, donc là, ben, pareil, on peut regarder maintenant selon qu'on est left-wing ou right-wing. Par exemple, quand on est left-wing, on pense que le système économique est moins juste. Et on pense que on croit moins dans le rêve américain. Et on croit moins que le fait d'être pauvre est dû au manque d'effort et le fait d'être riche est dû à l'effort. Par contre, quand on est plutôt à droite, on pense davantage différemment. Hein. Alors là, on regarde les bad views of government. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit que la France, c'est never trust government. Donc, on est... on ne fait absolument pas confiance. Chez nous, on décapite. Hein, on décapite les rois. On les fait rois et on les décapite après. Bon. Il n'y a aucun moyen, le gouvernement ne peut rien faire du tout, quoi. La France, voilà. Donc... baisser les taxes, better, alors bad view of government, eh ben c'est intéressant ça. Donc ça, je ne sais pas pourquoi la France est à droite. Et negative view of government, vous voyez, la France est évidemment les champions sur negative view. Donc, mais nous, ça reflète plus généralement un problème de confiance. Pour ça, moi, sur les retraites, j'ai cru à un moment donné dans la retraite à points, j'y crois absolument plus, parce que je pense que pour un système à points, il faut que les gens aient confiance dans la valeur du point. La France, c'est un pays où les gens n'ont pas confiance. Voilà, c'est tout. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et je me suis trompé là-dessus, quoi. J'ai sous-estimé à quel point la France est un pays où les gens n'ont pas confiance. Voilà. Donc, voilà. Donc, je crois que là, alors là, je ne sais plus ce qu'il y a. Alors là, c'est oui, never trust government. Les gens à droite, c'est plutôt plus fort dans le never trust government. Le gouvernement n'a pas de tools, donc c'est vraiment l'idée, c'est laisser faire, laisser aller. Hein. Préfère low intervention, lower tax, évidemment. Différence d'opportunité n'est pas un problème. Et negative view of government. Donc vous verrez, c'est pas très surprenant que les gens plutôt à droite soient à droite des gens de gauche. D'accord. Voilà. Bah, bon, on n'est maintenant ni de droite ni de gauche. Alors voilà. Donc conclusion, eh bien, on peut tester, on peut montrer, donc, on peut comparer la réalité de la mobilité sociale et la perception de la mobilité sociale et de voir dans quelle mesure cette différence conduit à des idées différentes sur le gouvernement, sur les politiques à suivre, sur les safety nets, sur la redistribution, etc. C'est des choses très importantes parce que, effectivement, quand vous faites une politique, ce n'est pas juste ce qu'elle fait vraiment, c'est la perception de la politique. On l'a vu avec les Gilets jaunes. L'augmentation de la taxe carbone, on l'aurait mis sur des inputs au lieu de la mettre sur des outputs, il n'y aurait peut-être pas eu les Gilets jaunes, ça ne se voyait pas. On l'aurait mis sur des productions d'inputs et pas sur des... On aurait fait la taxe aux frontières. Personne ne serait descendu dans la rue. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La perception, c'est très important, comment une politique est perçue. On peut peut-être avoir d'autres instruments que la taxe carbone, en plus de la taxe carbone, comme par exemple, moi je parle beaucoup des consommateurs, j'en parlerai bientôt, le rôle des consommateurs et de la concurrence, c'est équivalent à une augmentation de 17% de la taxe carbone. Eh bien, ça, à mon avis, ça ferait descendre personne dans la rue. La taxe carbone a déjà... Elle était à combien la hausse? Même pas à 10%. Et ça a fait descendre tout le monde dans la rue. Vous voyez, c'est très important, la perception. Je crois que maintenant, vraiment, quand on fait des réformes, il ne faut pas être seulement un pigouvien et dire ça serait bien, ça serait pas bien. Il faut s'intéresser à la manière dont les gens perçoivent les choses. Voilà, donc là, je vais faire une autre, maintenant, je vais parler de migration. Ah là là là, gros sujet, là. Gros sujet. Miam, miam, alors attends, voilà. Alors voilà, là c'est Armando Miano. Armando, on a eu le plaisir de l'avoir au collège. Il est resté, combien de mois il est resté, Armando? Je ne sais plus, il est resté presque 1 an avec nous. C'était un plaisir de l'avoir avec nous, Armando. Voilà, parce qu'on s'échange des étudiants entre Stéphanie, Harvard, le collège, la LSI, enfin voilà, c'est très sympa. Voilà. Alors, well, I live in Atlanta, but I guess you are asking where I am from. Oui, voilà. Voilà. Bon, donc, comment les gens perçoivent l'immigration? Est-ce que les perceptions de migration, à propos du nombre, l'origine, religion, chômage, éducation, pauvreté, sont correctes parmi ceux qui ne sont pas, immigrés de première génération? Parce qu'en France, on est tous... moi je n'ai pas une goutte de sang français, moi. Je suis complètement fils d'immigrés. Voilà. Bon, donc voilà, homogénéité. Donc, alors, quelles sont les vues des natifs et en quoi ça diffère par affiliation politique,
le fait de travailler ou pas dans des secteurs à forte proportion de travailleurs immigrés, comment ça dépend du niveau de revenu, du niveau d'éducation, et quel est le lien entre immigration et redistribution, et entre perception de l'immigration et préférence pour la redistribution. Donc ça, c'est quand même des histoires intéressantes. Et il y a d'autres papiers qui traitent de ça. Donc à nouveau, des surveys, vous aurez les slides, hein, d'accord? Donc je continue. Et alors, en fait, les résultats de cette enquête, c'est que d'abord, les gens tendent à surestimer fortement l'immigration, quoi. Deuxièmement, on tend à surestimer particulièrement la part des musulmans et sous-estimer la part des chrétiens. Je suis ni l'un ni l'autre. Hein. Bon, alors, on tend à en sous-estimer le niveau éducatif des migrants, l'emploi et la contribution au financement de l'État-providence. Et les plus grandes misperceptions sont dans les secteurs qui sont low skill et intensifs Là, je perds Jean-Pierre. Les perceptions sont les plus importantes dans les secteurs qui sont intensifs en migrants et qui sont low skill jobs, ou sans éducation de supérieure, female et right-wing. Ça, je ne savais pas. Ça, je suis désolé, mais ce n'est pas moi, hein, c'est Stéphanie, hein, donc c'est sa faute. Hein, moi, je n'ai rien fait. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, là. Et alors, évidemment, si on fait que les gens pensent sur l'immigration, eh bien, et qu'on leur dit que c'est le premier truc, eh bien, ils vont être plutôt défavorables à leur redistribution. Mais c'est beaucoup l'argument qui a fait que vous avez eu aux États-Unis, bien que ce n'était pas des migrants, vous avez eu beaucoup de pauvres blancs aux États-Unis qui ont voté Trump parce qu'ils se sont dit on va arrêter de financer les Noirs américains, quoi, qui sont en bas de la distribution. C'est un peu cet argument-là, quoi, mais appliqué aux migrants chez nous. Voilà, donc je crois que... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on leur donne des informations réelles sur la part et l'origine des migrants, ça n'a aucun effet sur ce que disent les gens. C'est ce qui compte, c'est les anecdotes. Tu racontes une histoire, et alors là, ça a un effet. Les gens réagissent aux histoires, pas tellement aux statistiques. C'est triste pour des gens comme nous. Hein. Voilà, d'accord? Les hard facts, quoi. Je raconte une histoire, ça frappe les gens, mais je donne des statistiques, zéro effet, quoi. Bon, alors voilà, donc survey, experiment, on redistribue, etc. Et alors là, on dit, par exemple, on vous dit, la carte, elle représente les gens qui habitent aux États-Unis. À votre avis, combien sont des migrants légaux? Eh bien, tu peux dire, par exemple, aux États-Unis, la réponse, c'est 14%. Mais tu aurais pu, voilà, on a mis le curseur là, mais tu aurais pu le mettre là, le mettre là, le mettre là. Et d'autres pays le mettent ailleurs, quoi. Hein, d'accord? Et on voit que c'est différent. Et alors ça, c'est intéressant, parce que sur l'origine des migrants aussi, on demande d'où ils viennent. Et on voit que les gens répondent, par exemple, eh bien, la perception de l'immigration américaine, elle vient en grande partie de l'Amérique latine, ce qui n'est pas faux, mais voilà comment ils perçoivent l'immigration. Il y a l'immigration réelle et l'immigration perçue. Et on demande aux gens d'où ils perçoivent, d'où ils pensent que les gens viennent, d'accord? Alors, donc, par exemple, voilà des questions. Pourquoi un migrant qui habite les États-Unis est pauvre? Est-ce que c'est parce qu'il ne met pas d'efforts? Est-ce que c'est des circonstances qui sont au-delà de son contrôle? Qu'est-ce qui fait qu'un immigrant habitant aux États-Unis est riche? Parce qu'il a travaillé dur ou parce qu'il est plus avantagé que les autres? D'accord? Voilà, alors une série de questions. Sur 100 personnes nées aux États-Unis, combien sont au chômage? D'accord? Comparons ça pour la population américaine dans son ensemble et parmi les migrants légaux. À votre avis, combien sont employés au chômage, etc. D'accord? Ou bien la pauvreté, combien d'Américains vivent en pauvreté? Et parmi la population migrante, combien vous pensez vivent en pauvreté? D'accord? Donc, tout ce genre de questions. D'accord? Imaginons deux personnes, l'une qui a un prénom, un prénom venant de pays migrants, qui habite les États-Unis. L'un est né aux États-Unis, l'autre est venu aux États-Unis. Ils ont 35 ans, ils ont 3 enfants, ils ont le même revenu. À votre opinion, à votre avis, est-ce que l'un paye plus d'impôts que l'autre? D'accord? Ou à votre opinion, est-ce que la personne qui est migrante
reçoit plus la même chose ou moins de transferts gouvernementaux, public aid, Medicaid, etc. D'accord? Voilà. Alors après, toujours des questions sur politique qu'il faudrait faire, etc. Question, voilà, il y a toute série de choses. Est-ce qu'il faudrait mettre dans des charités? Est-ce qu'il faudrait... voilà. Et donc on arrive, et maintenant j'arrive dans le dur, là maintenant. Donc maintenant, on regarde les figures. Et qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre d'abord que, eh bien, dans tous les pays qui regardent, eh bien, on exagère le nombre de migrants. D'accord? Ensuite, il montre que qui est-ce qui misperçoit le plus? Eh bien, ça, c'est le pourcentage de misperception. Eh bien, c'est ceux qui sont dans des secteurs avec beaucoup d'immigration et qui ont faible éducation, qui n'ont pas, qui n'ont pas été à l'université, qui sont jeunes, qui ont un parent migrant, et qui sont, et les femmes aussi. C'est intéressant. C'est intéressant que les parents migrants perçoivent plus. Ouais, c'est intéressant. Moi, je ne connais pas. Voilà, c'est très curieux. Mais en fait, je connais des gens comme ça. Je ne nommerai pas. Voilà. Donc, c'est intéressant. Enfin, parce que, bon, c'est 5 pays, hein, donc voilà. Alors là, par exemple, on peut regarder maintenant sur la misperception des migrants. Partout, on perçoit exagérément les migrants de telle et telle chose. Et alors, on peut regarder la misperception. La misperception, elle est surtout importante. Donc, on tend à sous-estimer le nombre de migrants chrétiens et surestimer le nombre de migrants musulmans. Alors, ça, c'est le pourcentage des gens qui répondent, qui pensent que le migrant moyen a au moins 2 fois. En fait, la réalité, c'est qu'il ne perçoit absolument pas 2 fois le montant de transfert. Donc, c'est totalement faux. Mais on demande, est-ce que vous pensez qu'il a 2 fois pour le revenu égal le montant de transfert? Et tu vois que, eh bien, partout, les gens pensent que tu as une proportion positive. Et regardez en France, c'est horrible. Regardez où on est. Bonjour, avril 2022. Hein. Regardez où on est. Hein? Donc, dans aucun pays, les migrants ont plus que 3 fois les transferts des gens des autochtones, enfin des gens qui sont nés ici. Mais, et c'est typiquement, particulièrement, ceux qui pensent que les immigrants ont beaucoup plus, c'est ceux qui ont éducation, qui n'ont pas été jusqu'à l'université, dans des secteurs à forte proportion d'immigrés, non-college educated, plus pauvres et plus right-wing. Et c'est vraiment les trucs, c'est toujours ça qui fait que... Vous voyez, c'est intéressant. Et là, on demande, est-ce que quelqu'un qui est musulman d'origine, par exemple, eh bien, ou quelqu'un qui est migrant, il a plus de transferts et il paye moins de taxes? Eh bien, les plus biaisés, c'est nous, avec l'Italie. Voilà. C'est ça qu'il faudrait montrer sur les chaînes d'infos en continu, hein, plutôt que de savoir qu'est-ce qui demain, est-ce que machin... Je ne les supporte plus, ces chaînes, je ne les supporte plus. Un peu plus, c'est toujours... Voilà, bon. Bon, donc, voilà, en tout cas, c'est très intéressant de voir comment le biais se fait. Et alors, à nouveau, on peut regarder où est-ce que le biais est le plus grand parmi les low educated, dans les secteurs migrants élevés, non-educated college, non-college educated, plus pauvres, right-wing. D'accord? Alors, la misperception de la pauvreté parmi les migrants sur les natives. Tous les pays, sauf la Suède, pensent que par le niveau de pauvreté, eh bien, dans tous les pays, sauf la Suède, le niveau de pauvreté est misperçu, c'est-à-dire est mal évalué. Eh bien, on surévalue la part des natifs qui sont en pauvreté qu'on le fait pour les migrants. Voilà. On pense que... Et on perçoit que les migrants sont moins riches parce qu'ils sont favorisés par le système de welfare. Et donc, ça vous donne la rhétorique populiste, quoi. Voilà. Hein. Allez la chercher là, quoi. C'est fascinant, hein. Voilà. Donc, la plupart des gens ont une perception qui est fausse de la migration. C'est typiquement ceux qui sont dans des situations économiquement plus faibles, moins employés, moins éduqués, qui reposent plus sur des transferts gouvernementaux et qui se disent on va me prendre mes trucs, ça va être plus pire pour moi, etc. Alors, what can we do? Alors là, c'est intéressant parce qu'on pourrait te dire montrons-leur ces statistiques. 0 effet. Vous pouvez montrer ça, ça n'aura aucun effet. Par contre, il faut raconter des histoires.
Voilà. Donc, il faut leur donner une histoire. A day in the life of very hard-working immigrant. Et voilà, tu leur montres l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un migrant qui travaille très dur, etc. Ben, ça va avoir plus d'effet sur eux que tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui monte dans leur truc. Donc, voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà ce que je voulais faire. Alors, je voulais maintenant, avant de terminer, vous dire un peu ce qu'on va faire la prochaine fois. Car on va se retrouver quand même dans une semaine. Hein. Vous revenez. Alors, politique, voilà. Mais je reprendrai ici. Hein. Voilà, donc en fait, comment on va réduire? Alors là, je vais vraiment vous parler du rapport de Blanchard-Tirole, la partie inégalité. C'est un rapport qui a 3 parties. La première partie, c'est sur le climat. C'est Christian Gaulier qui d'ailleurs va enseigner un cours au collège cette année sur le climat, qui a fait ça avec une collègue de Northwestern. Ensuite, il y a la partie inégalité, qui a été, en fait, le rapport était de la manière suivante. Il y avait des responsables de chapitres. Donc, il y en avait 2 par chapitre, à peu près. Hein. Et puis, il y avait la commission dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et on les a embêtés beaucoup. On a dit, mais il faudrait mettre ci, il faudrait mettre ça, etc. Et donc, on espère qu'on a aidé. Voilà, qu'on n'a pas... Et voilà. Moi, je ne me suis pas du tout occupé du 3e chapitre, qui est sur la retraite à points. Comme je n'y crois pas, j'ai dit, bon, je n'ai pas le temps, je vais me concentrer sur inégalité et climat. Et j'ai laissé un peu de côté les autres problèmes, qui étaient importants aussi. Mais en gros, ce qui va se passer, disons que je vais anticiper, c'est qu'en fait, si vous voulez, l'idée, c'est la suivante. C'est de dire que l'inégalité, eh bien, il faut la traiter avant, pendant et après. C'est-à-dire que vous voulez rendre la croissance plus inclusive et agir vraiment sur les inégalités, il faut mettre les moyens. Et les moyens, c'est sur beaucoup et on a déjà beaucoup d'éléments là que je vais donner aujourd'hui. Avant la production, c'est essentiellement l'éducation et la formation. Ça, c'est très important. Et je parlerai la semaine prochaine notamment des charter schools, des écoles, les no excuse charter schools. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis en place dans les zones défavorisées aux États-Unis pour améliorer le niveau éducatif. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'externat d'excellence? Donc, il y a eu des expériences, notamment faites par Ingris, qui a eu le prix Nobel d'économie cette année, du MIT. Et donc, on va parler d'éducation. D'accord? Donc, l'éducation, c'est un moyen c'est un puissant instrument pour réduire les inégalités et augmenter la mobilité sociale. Parce que finalement, ce qu'on veut, nous, c'est surtout augmenter la mobilité sociale et réduire les inégalités globales. C'est vraiment ça qu'on veut faire, hein, en même temps qu'on veut donner de la prospérité. Donc l'éducation, ça c'est très important, parce que l'éducation, ça augmente le potentiel de croissance et ça rend la croissance plus inclusive, comme j'ai montré tout à l'heure. Deuxième instrument, je vous ai parlé des bons emplois, des good jobs. Donc pendant le travail, la nature du travail. Donc je retournerai un peu sur les good jobs et comment on peut inciter aux good jobs. Donc ça, c'est le pendant la production. Et après, il y a le après, c'est les taxations. Et là, il y aura un peu le débat sur les impôts qu'on aura. Et donc, vous voyez, il y a les 3 leviers. Mais il faut savoir que la concurrence, c'est aussi un outil de mobilité sociale, vous voyez, dont le chapitre ne parle pas beaucoup, mais qui est très important. Et donc ça, donc le chapitre, il a des éléments, pas mal d'éléments, mais dans sa discussion de la fiscalité, il ne prend pas en compte suffisamment ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle de l'innovation dans la mobilité sociale et le fait qu'évidemment, il faut être intelligent pour faire l'impôt, parce que si on fait l'impôt pas intelligemment, on se tire une balle dans le pied, puisqu'on tue l'innovation en même temps qu'on tue et on ne veut pas faire ça. Donc vous voyez, donc, il y a l'idée qu'on agit aux 3 niveaux, et donc je parlerai surtout d'éducation, good jobs à nouveau, et je parlerai de taxation également la prochaine fois, et ça conclura cette partie sur le modèle social, et voilà. Et après, je passerai au climat. D'accord? Voilà. Merci beaucoup.